Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine sur RAM 05. Aujourd'hui, nous vous parlons du métier de biographe en compagnie de Natacha Cesbron. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes ensemble pour 30 minutes pour évoquer ce métier qui est finalement assez peu connu. On connaît les biographes qui réalisent d'eux-mêmes des biographies de personnalités, mais dans votre cas, ce sont les personnes qui viennent vers vous. On va prendre le temps évidemment de détailler tout ça. Alors premièrement, peut-être en quelques mots avant de rentrer dans le détail, en quoi ça consiste le métier de biographe, vraiment si on prend beaucoup de hauteur. Le métier de biographe, je dirais que ça se résume en recueillir des souvenirs et en faire un livre. Voilà, ça c'est très concis et on voit bien de quoi il s'agit. Et alors, vous travaillez à votre compte, c'est bien là la différence avec peut-être des auteurs qui font éditer auprès d'éditeurs qui les payent pour ça. Oui, complètement. Il y a différents styles de biographes. Il y a des biographes qui travaillent pour des maisons d'édition et il y a des biographes privés, des écrivains biographes comme moi, qui travaillent pour le compte de leur client, du narrateur, de la personne qui raconte. Alors j'ai envie de vous poser la question, comment on devient biographe? Mais je sais que vous allez me répondre, il y a plein de façons de le devenir. Alors peut-être comment, selon vous, Natacha Cesbron, on devient biographe? Quelles sont les voies royales pour ça? Alors c'est peut-être une réponse un peu banale, mais je pense que c'est vraiment l'amour de l'écriture et l'amour du lien à l'autre qui donne envie. Je pense que c'est ce qu'il y a vraiment de commun à tous les biographes, en tout cas ceux que je connais, ceux de mon réseau. C'est quelque chose qui nous lie vraiment, ces valeurs-là. L'amour de l'écriture, l'amour des gens aussi peut-être, puisqu'il faut, il faut malgré tout écouter des témoignages pendant de longues heures. On en parlera plus tard évidemment, mais il faut évidemment s'intéresser à l'autre. Oui, je dirais même pas que c'est déjà en avoir envie. Je pense qu'on peut pas faire ce métier si on n'a pas envie, si on n'aime pas écouter les autres. Et du coup, c'est pas un devoir en fait. Il y a pas de, il faut. Il y a vraiment de. C'est une envie. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant? Par quel type de parcours est-ce que vous êtes passé? Alors j'ai fait plein de choses différentes, mais pour résumer, j'ai fait un bac littéraire art plastique, ensuite j'ai fait quelques études de psycho, et j'ai fait différents métiers. J'ai été potière à une certaine période, j'ai aussi été formatrice. Dernièrement, mon métier le plus récent, c'est avant celui-ci, c'était conseillère en insertion professionnelle. J'accompagnais les gens dans leur reconversion. J'ai toujours été dans des métiers qui étaient en lien avec l'autre, qui étaient là j'étais là pour les accompagner. Et j'ai eu vraiment envie de prendre plus de recul, de prendre la personne encore plus dans sa globalité et de lier ça à l'écriture qui a toujours été très importante pour moi. On a déjà fait l'indistinction entre le biographe qui serait auteur et qui travaille avec des éditeurs, avec donc vous, votre métier qui est biographe plutôt pour des privés. Même au sein des biographes privés, il y a encore plusieurs types de biographes. Qui sont les clients, qui sont les personnes qui commandent des biographies? Alors, il y a beaucoup de choses possibles et certains biographes vont avoir plusieurs casquettes. Il y a des biographes qui sont des biographes hospitaliers, dont certains connaissent déjà l'existence. On en a une à Gap d'ailleurs, qui ont pour rôle de travailler au sein de l'hôpital et de faire la biographie de personnes qui sont par exemple en soins palliatifs. C'est dans une démarche vraiment thérapeutique, c'est fait avec l'établissement de soins, avec l'hôpital. Donc ça c'est une des variantes du métier de biographe. Il y a les biographes, comme je parlais tout à l'heure, qui travaillent pour des maisons d'édition, qui vont réaliser des biographies pour des personnes, connues, des célébrités, des hommes politiques ou autres. Et puis ensuite, il y a les biographes comme moi qui font des biographies de particuliers, soit d'un particulier, soit à plusieurs voix, d'une famille entière, mais aussi de la biographie de collectivités, d'entreprises, de collectifs, d'associations. Il y a tellement de possibilités. On le disait tout à l'heure, il n'y a pas un chemin tout tracé pour devenir biographe. En revanche, il y a des compagnons biographes en France, une 50aine de personnes, 50 exactement, qui forment une espèce de cercle, alors de guilde, comme vous le disiez en préparation de cette émission. Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être 2 mots là-dessus? Oui, alors il y a plusieurs réseaux de biographes en France. En France, on estime qu'il y a à peu près 300 à 400 biographes, je crois. C'est vraiment un métier qui est très confidentiel. Beaucoup de personnes ne le connaissent même pas. Dans mon réseau qui s'appelle les compagnons biographes, nous sommes 50. Pile 50, c'est une jauge fixe. Quand quelqu'un rentre, c'est que quelqu'un d'autre est sorti. Et nous travaillons sur toute la France et à l'étranger. C'est une association qui porte des certaines valeurs. Nous avons une charte en commun, une déontologie à laquelle nous avons tous souscrit, une formation aussi souvent en commun qui est délivrée par le créateur du réseau. Et il y a une vraie formation notion qui forme au métier de biographe, du coup. Oui, tout à fait, qui donne les clés en fait, les clés du métier de biographe, les clés pour aussi gagner du temps lorsqu'on s'installe, pour avoir aussi des échanges avec des personnes qui sont déjà beaucoup plus expérimentées que lorsqu'on commence. Et au sein de
au sein de ce réseau, il y a une vraie entraide. Il y a vraiment cet esprit de compagnonnage qui était... Et c'est pour ça que je l'ai rigolé tout à l'heure en vous parlant de guilde. C'est vraiment le mot. Oui. Donc réseau professionnel, formation, des méthodes de travail, on aura l'occasion d'en reparler peut-être plus tard quand on décrira la façon dont vous travaillez, Natacha Cesbron. Je vous propose une petite pause musicale avant de nous retrouver dans ce magazine sur RAM 05 avec un titre que vous nous avez apporté, Natacha Cesbron, Ma fille de Serge Reggiani. Pourquoi ce titre ? Alors ce titre, parce que je trouve que c'est une ode à l'indépendance et à l'évolution des relations au sein d'une famille. La relation parent-enfant, c'est quelque chose qui est très complexe, qui évolue. Et il y a un moment où on se retrouve adulte à adulte, et je trouve que cette chanson explique ça magnifiquement. Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter. Pour changer de saison, pour changer de maison, pour changer d'habitude. J'y pense chaque soir en guettant du regard ton enfance qui joue à rompre les amarres et me laisse le goût d'un accord de guitare. Tu as tant voyagé et moi, de mon côté, j'étais souvent parti. Des Indes à l'Angleterre, on a couru la terre et pas toujours ensemble. Mais à chaque retour, nos mains se rejoignaient sur le dos de velours d'un chien qui nous aimait. C'était notre façon d'être bons compagnons. Mon enfant, mon petit, bonne route, tu prends le train pour la vie et ton cœur va changer de pays. Ma fille, tu as 20 ans et j'attends le moment du premier rendez-vous que tu me donneras chez toi ou bien chez moi ou sur une terrasse où nous évoquerons un rire au coin des yeux, le chat ou le poisson qui partageait nos jeux, où nous épellerons les années de ton nom. À vivre sous mon toit, il me semble parfois que je t'avais perdu. Je vais te retrouver, je vais me retrouver dans chacun de tes gestes. On s'est quitté parents, on se retrouve amis, ce sera mieux qu'avant, je n'aurai pas vieilli, je viendrai simplement partager tes 20 ans. Mon enfant, mon petit, bonne route, sur le chemin de la vie. Nos deux cœurs vont changer de pays. Merci d'écouter RAM 05, vous écoutez le magazine en compagnie de Natacha Cesbron, biographe, et nous continuons d'évoquer avec vous ce métier assez peu connu, il faut le dire, peut-être en détaillant bien quelles peuvent être les motivations des personnes à commander une biographie. On a vu que vous travaillez plutôt avec des familles, des particuliers, des privés. Quel type de demande émane de ces personnes-là ? Alors, tout dépend de qui me contacte en premier. Il y a différentes possibilités. Il y a soit la personne qui a envie de revenir sur sa vie, a envie de la faire écrire, de la transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses amis proches. Et du coup, sa motivation, elle, ça va être de se raconter pour en faire cadeau à son entourage. Et il y a la démarche complémentaire qui est celle des enfants ou des petits-enfants qui vont me contacter parce qu'ils veulent offrir sa biographie à quelqu'un de leur famille. Un parent, un grand-parent,
un ami très proche, voilà. Donc il y a vraiment ces deux dimensions-là et des types de profils très différents. Et il n'y a pas vraiment de personnes type qui va me contacter ou nous contacter en tant que compagnon biographe. Il y a surtout des personnes qui ont envie de partager. Il y a vraiment une dimension de partage et de transmission qui est très importante dans mon métier. Il y a donc la transmission au fil des générations, laisser une trace de soi d'un parent. Est-ce qu'il y a aussi une démarche de création, de réalisation de la part des personnes? Peut-être que c'est une manière quelque part de revenir sur leur vie aussi, de se remémorer des moments, peut-être aussi de démêler certains passages. Est-ce que ça peut arriver, ça, dans des familles, des histoires qui ressurgissent, voire qui se règlent, alors qu'une biographie est en cours d'écriture? Oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait plein de choses qui ressurgissent. Et je pense que personne n'a une vie qui est un long fleuve tranquille, en fait. Même dans les vies les plus calmes ou les plus posées, il y a toujours des événements marquants, il y a toujours des choses qui chamboulent, il y a toujours de l'amour et des colères et des disputes. Il y a toujours des choses qui se passent. Et effectivement, écrire sa biographie, c'est peut-être un moment où on fait le point, où on se pose un petit peu pour regarder ce qui s'est passé, comment on l'a vécu, comment les autres autour de nous l'ont vécu, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on en garde aussi. Voilà, c'est une façon de faire le bilan, je pense. On a commencé à parler un petit peu des entretiens que vous réalisez pour construire la biographie. C'est le point de départ vraiment de la démarche, se faire raconter la vie d'une personne? Oui. Alors il y a d'abord un premier contact de la personne qui a envie, soit pour elle, soit pour quelqu'un de sa famille ou de son entourage. Et on réalise à ce moment-là un entretien gratuit où on définit c'est quoi votre envie. Qu'est-ce que c'est vous, votre livre, il ressemble à quoi? Parce qu'avant qu'il existe, la personne, il faut d'abord qu'elle l'imagine. Et moi, c'est mon travail à moi de montrer les possibles à partir de l'envie de la personne. Et après cet entretien-là, on convient du devis, du contrat, etc. Et là, on commence les entretiens. Le premier entretien, c'est un entretien qui est super important parce que c'est un moment où on se connaît pas encore beaucoup, où la personne va parfois être un peu hésitante, mais très vite, très très vite, les gens sont dans le récit. J'ai pas vraiment de souvenirs de blanc ou de moments de gêne. C'est quelque chose qui va très facilement. C'est une conversation. Les entretiens sont pas des choses très formelles, c'est des conversations. Moi, ma façon de travailler, qui est celle des compagnons biographes, c'est d'enregistrer les entretiens. J'ai un tout petit dictaphone qui est super discret, que les personnes me disent très très vite. Et du coup, on discute. Elle me raconte, j'écoute, je guide, je relance, je demande un peu d'approfondissement quand je sens qu'il y a encore de la matière à développer et si la personne le veut. Et après, avec tout ça, je rentre et je travaille. L'avantage de l'enregistreur, c'est qu'évidemment, il y a des choses qui ne transparaissent pas dans l'écrit, dans les prises de notes à la volée, qui apparaissent justement dans l'enregistrement, peut-être les silences ou alors les moments de réflexion. Oui, il y a plein de façons d'être biographe et je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à tous. Moi, dans ma méthode de travail, évidemment, si j'ai choisi, c'est que j'y trouvais plus d'avantages. Et l'avantage principal, peut-être, c'est de conserver le ton, de conserver toutes les émotions, d'avoir vraiment les silences aussi. Les silences sont très importants, en fait, dans une biographie et dans des récits des souvenirs. Et de conserver tout ça pour le retranscrire dans le texte. L'autre avantage, c'est que la personne, elle ne va pas avoir à se limiter au niveau de son débit de parole. Il y a des personnes qui parlent très vite, d'autres très lentement, d'autres qui vont être très décousues, d'autres très chronologiques. Et elles ont le droit de raconter comme elles le sentent. Je n'ai pas besoin de guider ça parce que j'ai la matière enregistrée et que du coup, la personne n'a pas à se freiner pour que je note ou pour que... Voilà. Vous disiez en tout début d'émission, Natacha Cesbron, que vous étiez passée aussi par un parcours en psychologie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide dans ces entretiens, justement, pour essayer de comprendre plus finement la personnalité d'une personne ? Oui, alors la psychologie, c'est vraiment un de mes intérêts principaux, donc c'est quelque chose qui a fait partie de toute ma vie professionnelle et personnelle. Donc évidemment, je pense qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas curieux de l'autre, sans être dans un rôle de thérapeute ou de psychologue, parce que c'est vraiment pas par contre le rôle du compagnon biographe. Un écrivain biographe n'est pas là du tout pour accompagner thérapeutiquement quelqu'un. Il y a des personnes dont c'est le métier qui sont là pour ça, et c'est une frontière et une posture que le compagnon biographe a, et c'est lui qui gère ça. Une vie peut se raconter de mille manières différentes. On peut choisir de la raconter de manière chronologique, avec une temporalité, avec un rythme relativement constant. On peut choisir de faire des zooms sur une période de la vie, ou au contraire des ellipses. Qui choisit comment se traduit la biographie, quelle forme va être utilisée, quelle temporalité ? Alors c'est un travail conjoint, ça.
tout dépend déjà de l'envie de la personne. Est-ce que la personne elle a envie de faire un livre sur toute sa vie ou pas? Il y a des personnes qui vont vouloir raconter leur carrière, d'autres qui vont vouloir raconter une passion, un sport, une musique, voilà, il y a une carrière dans la musique, un investissement militant, politique ou bénévole. Il y a vraiment plein de choses qu'une personne peut avoir envie de raconter. Donc déjà, ça forcément, ça va beaucoup jouer sur la forme. Ensuite, il y a plein de formes du livre en lui-même, c'est-à-dire est-ce que ça va être un livre qui va être une forme romancée, une biographie plus conventionnelle, une longue lettre à un proche. Voilà, les formes sont très très variables et ça c'est quelque chose qui se dessine ensemble. Moi je vais proposer, mon rôle à moi c'est de proposer à la personne ce qui a priori va le plus coller à ce qu'elle veut, à ce qu'elle me dit, à ce que je comprends de son projet. J'imagine que toutes les personnes ne sont pas forcément au fait de tous les styles de biographie qui existent, de toutes les formes. C'est aussi votre rôle peut-être d'exposer les différentes possibilités et ensuite de les laisser choisir la personne. C'est vraiment l'idée du métier d'écrivain biographe, c'est que toute personne puisse raconter sa vie. Il n'y a pas besoin de compétences nécessaires pour le faire. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. La tendresse de Bourvil sur RAM 05, un titre que vous avez choisi, Natacha Cesbron, dans le cadre de ce magazine. Pourquoi avoir choisi celui-ci en particulier ? Parce que je pense que ce qui est en commun avec toute personne qui écrit sa biographie pour les personnes de son entourage, pour sa famille ou autre, il y a toujours une part de tendresse. Et cette chanson m'émeut en plus énormément, donc je trouvais que c'était une bonne façon de transmettre ça. Dans la continuité de ce qu'on disait avant cette musique de
Bourvil. Une question qui porte toujours sur les entretiens ou la façon dont peut s'organiser votre travail de création. Est-ce qu'il arrive des fois que des gens n'aient pas imaginé parler de quelque chose ou alors aient occulté un pan de leur vie et au fil des entretiens, c'est quelque chose, une perche étendue, vous la saisissez et là vous vous apercevez qu'il y avait quelque chose dont il faut absolument parler et la personne n'y voyait pas spécialement d'intérêt? Alors ça ne m'est pas encore arrivé personnellement, mais j'échange énormément avec les compagnons de mon réseau. On est vraiment en échange très 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 fréquent, et j'ai des compagnons qui m'ont raconté des expériences comme ça. Par exemple, un compagnon qui commençait à écrire la biographie d'un monsieur qui racontait sa vie, une vie comme plein d'autres vies, avec tout ce qu'il y a de quotidien, de familier, d'inattendu aussi, comme dans toutes les vies. Et puis à un moment donné, cet homme a commencé à parler de son service militaire et de la guerre. Et là, il y a eu une ouverture qui n'était pas prévue à la base dans le projet du livre, et la personne a parlé du coup pendant 2 ou 3 heures, je crois, de tout ça, avec plein de choses extrêmement fortes, importantes, émotionnelles. Et du coup, le compagnon biographe, très professionnellement, l'a laissé raconter. Et ensuite, une fois qu'il avait tout raconté, il lui a dit, alors maintenant, on en fait quoi de ça? Est-ce qu'on le met dans le livre ou pas? Parce que c'est toujours le narrateur qui choisit. Il choisit absolument tout, il corrige, il peut enlever des passages entiers s'il le veut après, c'est toujours lui qui décide de ce qu'il y a dedans. Et voilà, je vais trouver cette anecdote hyper forte. Et ça illustre bien le rôle d'accompagnateur finalement que joue le biographe. Il doit s'effacer devant la personne, mais toujours être force de proposition pour rendre l'ouvrage plus beau et plus complet. On va rentrer dans les aspects pratiques de votre métier, Natacha Cesbron, de biographe. In fine, qu'est-ce qu'on obtient? Quelque chose d'imprimé, de tiré en combien d'exemplaires? Alors on a le même livre que les livres qu'on achète en librairie. Clairement, au niveau de l'objet, c'est la même chose, ce sont les mêmes imprimeurs. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir ce genre de livre. Le métier d'écrivain biographe, c'est un métier qui a pu se développer et s'étendre aux particuliers et à tout le monde à partir du moment où il y a eu des impressions numériques, des imprimantes numériques. C'est quelque chose qui a permis de faire des petits tirages à faible coût, et du coup qui a rendu accessible, parce que sinon il n'y a que les personnes très célèbres qui vont vendre à plusieurs milliers d'exemplaires qui y ont accès. Et donc, ce sont les mêmes livres qu'en librairie, ils ont la même longévité, ils ont le même aspect. On parlera un petit peu plus tard de mon travail de mise en page pour l'impression, mais voilà, la même chose. Donc on obtient un livre qui est tiré en seulement quelques tirages, une dizaine, une vingtaine pour la famille, les proches? Oui, tout dépend du besoin du narrateur, du client. Il y a des tirages qui vont se faire à 20 ou 30 exemplaires, d'autres à 100, d'autres à plus. Les livres peuvent être aussi tout à fait commercialisables. Si la personne souhaite commercialiser, le déposer dans des librairies, faire des salons de dédicaces, des choses comme ça, c'est tout à fait possible. Une autre spécificité du métier de biographe par rapport à celui d'écrivain, c'est que vous êtes en charge de livrer un produit fini, c'est-à-dire que vous chargez aussi de la mise en page, aussi du travail sur la couverture et des aspects esthétiques, donc liés au livre. Oui, mon travail c'est d'écrire, mais c'est aussi En fait, je fais un travail de A à Z. La seule chose que je ne fais pas, c'est l'impression, parce que je ne suis pas imprimeur, mais tout le reste, je peux le faire. Souvent, les familles, les personnes ont envie aussi de transmettre des photos de famille, donc elles me donnent un certain nombre de photos que je scanne, que je travaille, que j'organise en livret photo, qui sera en général en fin de biographie. Et puis, il y a la création de la couverture, de la 4e de couverture, la mise en page pour l'impression, la correction du texte, les relectures aussi que nous faisons. Souvent, des compagnons biographes se portent volontaires pour relire les biographies des autres. Ça permet d'être certain de ne pas laisser passer de coquilles, parce que c'est un métier où les coquilles ne pardonne pas. Oui. J'ai dans les mains un de vos ouvrages, Natacha Cesbron, il s'intitule Manou. Oui. Peut-être quelques mots sur ce travail que vous avez fait. Simplement pour le décrire, on voit une belle photo au noir et blanc sur la première de couverture, un résumé en 4e de couverture, et aussi des photos à la fin de l'ouvrage. On imagine que c'est des photos de famille, de la famille qui est concernée par cette biographie. Oui, alors Manou, c'est l'histoire d'une femme qui a presque 90 ans, qui raconte sa vie de mère de famille. Elle a eu 7 enfants, elle a 12 petits-enfants, et pour le moment 5 arrière-petits-enfants. Elle nous raconte sa vie, elle, mais aussi la vie de sa mère, de sa grand-mère, aussi une partie de la vie de ses ancêtres, avec une demeure familiale qui est restée dans la famille pendant très longtemps, qui a été vendue lorsqu'elle était adulte. Elle nous raconte sa vie en Algérie, parce elle a vécu en Algérie, elle y a eu ses 3 premiers enfants avec son mari. Ils sont partis au moment de l'indépendance, donc dans un contexte historique fort,
avec ces détails des vies quotidiennes qui font tout le sel, je trouve, des biographies. Et puis les autres déménagements, la vie quotidienne, les enfants qui grandissent, les études, les petits-enfants qui arrivent. Voilà, c'est un roman du quotidien, c'est un roman de l'ordinaire, mais du bel ordinaire. Ce type de livre, ça peut traverser les âges. Au final, est-ce que ça peut servir à des personnes qui font un travail sur l'histoire, les historiens, les archivistes ? Alors, déjà de par la forme qui est facilement conservable, bien sûr, et je pense que de toute façon, tout témoignage peut avoir un intérêt historique. Combien de fois on voit dans les médias ou dans certaines recherches, on a retrouvé telle lettre, on a trouvé un paquet de lettres, on a trouvé telle production, et ça enrichit des recherches historiques. Je pense que vraiment tous ces détails amenés par la vie quotidienne, ça peut amener aussi des détails historiques importants. C'est à la fois la photographie de la vie d'une personne, mais aussi un témoignage sur une époque, sur les mœurs d'une époque. Oui, avant de refermer ce magazine, peut-être c'est donc un travail de prestation que vous effectuez pour un ordre de grandeur, peut-être du prix que ça peut coûter une biographie. C'est très variable selon les cas de figure. Oui, c'est extrêmement variable parce que le projet va s'adapter au budget de la personne. Si une personne n'a pas énormément de budget, on va trouver une façon de faire l'ouvrage qui correspond à ce budget-là. De même, si la personne n'a pas vraiment de budget défini ou de limite à ça, on va pouvoir aussi partir sur des gros projets. Et ce qui compte surtout, c'est que il va y avoir une dizaine d'heures d'entretien pour une biographie. Derrière ça, il y a à peu près 5 à 7 heures d'écriture par heure d'entretien. Et donc, globalement, une biographie comme celle dont on a parlé, qui fait une centaine de pages de texte, 40 pages de livrets photos et généalogie, c'est à peu près 2 900 €. Ce projet-là était à 2 900 €. C'est, grosso modo, offrir ou s'offrir une biographie, c'est s'offrir un beau voyage. Que ce soit en termes de budget, en termes de durée aussi, parce que c'est quelque chose qui s'étale sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Une belle façon de conclure cette émission. Natacha Cesbron, merci d'avoir été l'invitée de ce magazine. Peut-être une dernière question pour recentrer sur vous et votre travail et peut-être des perspectives. Est-ce que vous avez déjà eu envie d'écrire des biographies pour vous, c'est-à-dire être à l'initiative d'un projet de biographie parce que vous estimez que la vie de telle personne mériterait à être racontée et donc proposer ce travail-là auprès de l'éditeur ? Alors justement dans le livre que j'ai amené aujourd'hui, j'ai eu accès à toutes les archives de la famille parce que la personne n'avait pas forcément l'envie ou la motivation de tout trier parce que c'est un gros travail quand même. Et donc j'ai réalisé ce travail-là et je suis tombée sur des paquets de lettres, d'échanges de lettres pendant la période d'Algérie, sur énormément de carnets de la mère de la narratrice qui écrivait beaucoup. Et j'ai eu envie de faire au moins 3 ou 4 biographies. Mais je pense que quand on a de la matière, on a toujours envie d'écrire à ce sujet. Donc oui. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. For whatever that means.